Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce live proposé par le magazine La Montagne Alpinisme, le magazine de la FFCAM. À la suite du dossier qu'on a consacré à la montagne en littérature, on a souhaité donner la parole au cours de différents lives à des éditeurs, à des lecteurs et évidemment à des auteurs. Et donc c'est le cas ce soir avec Luc Bronner, qui est écrivain et journaliste. Luc Bronner, bonsoir. Bonsoir. Je le disais, donc vous êtes journaliste, vous êtes grand reporter au quotidien Le Monde, dont vous avez été pendant 5 ans directeur des rédactions, et vous êtes effectivement écrivain. Après un ouvrage consacré aux banlieues, vous avez publié il y a quelques mois un très très beau livre qui s'appelle Chaudin, la montagne blessée, c'était un lapsus de ma part, qui se consacrait donc au village de Chaudin dans les Hautes-Alpes. Mais avant peut-être d'aborder le livre lui-même, on va un petit peu d'abord parler de vous, si vous voulez bien. Vous avez justement grandi dans les Hautes-Alpes. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter ce qu'est l'enfance, ce que ça représente pour un enfant de grandir en montagne? Je crois notamment que vous étiez assez proche de votre grand-mère et que vous avez pas mal fréquenté son jardin et découvert assez tôt les sensations de la montagne, de la nature via ce territoire. Bonsoir. Oui, effectivement, j'ai eu le privilège de grandir en montagne, dans les Hautes-Alpes, Saint-Bonnet-en-Champsaur, qui était à l'époque un village avec environ 1500 habitants, donc à la fois la possibilité d'aller au collège sur place, enfin, l'école primaire, le collège, et puis évidemment toutes les activités que propose la montagne. Beaucoup de ski de fond, beaucoup de sport, beaucoup de marches avec mes parents qui m'ont permis de découvrir le plaisir assez génial, alors qu'on ne comprend pas tout de suite quand on est adolescent. Il y a évidemment des moments où aller marcher est parfois un peu difficile. Mais voilà, j'ai eu cette chance de pouvoir pratiquer la montagne sous des formes différentes, le ski évidemment, la marche, jamais l'alpinisme ou à peine. Et avec un lien un peu particulier avec ma grand-mère qui s'appelait Eugénie Champsaur et qui vivait à la fois à Gap, la préfecture des Hautes-Alpes, et puis dans une petite vallée qui s'appelle Champolléon, voilà, où je pouvais aller chez elle très souvent, passer du temps et profiter encore un peu plus de la montagne qu'en habitant dans un petit village. Je suppose que pour un enfant, c'est quand même un terreau de vision, de sensations. La montagne, c'est quelque chose d'assez privilégié, comme pour l'éveil des sens. C'est quelque chose d'assez riche et d'assez particulier quand même. Oui, c'est un rapport à la nature, c'est un rapport à l'effort physique, c'est un rapport aux éléments. Ça ne veut pas forcément dire que quand vous êtes enfant, vous avez conscience évidemment de tout ça, mais c'est vrai que moi j'ai passé beaucoup de temps à jouer dans les torrents, par exemple, et avoir ce plaisir particulier d'observer l'eau, de passer du temps à travers les jeux. C'est vrai que j'ai beaucoup joué enfant en profitant de ces éléments-là, et j'ai mille souvenirs enfantins dans la vallée de Champolléon en particulier, qui est une très belle vallée de moyenne montagne, de haute montagne au bout de la vallée, avec des jeux, des explorations, et déjà cette observation de la montagne, que j'aurais pas qualifié de poétique, mais avec un plaisir un peu particulier de perdre mon temps en montagne. D'accord. Et vous parlez de la pratique, ça veut dire que vos parents eux-mêmes vous emmenaient en montagne, enfin que vous avez été initié, que vous avez été accompagné dans une pratique physique de la montagne avec vos Oui, parents? oui, tout à fait, avec à la fois du ski de fond. Mes parents faisaient du ski de fond et j'étais inscrit dans un club de ski de fond avec des enseignants formidables, notamment un professeur de sport qui s'appelle Jean Sels, qui est un prof qui a marqué, je pense, des générations de jeunes filles et de jeunes garçons à l'époque dans le collège, et notamment parce qu'à travers l'UNSS, le sport scolaire, et puis le club de ski, il a passé des milliers d'heures à s'occuper d'enfants pour les aider à grandir. Et c'était ce qui était assez formidable avec un prof comme Jean Sels, c'est que il comptait pas son temps, et finalement la performance qui faisait partie de l'apprentissage n'était qu'un élément, et il y avait en réalité 100 façons d'être performant sportivement. Donc j'ai profité de cet environnement-là et de l'environnement de mes parents qui m'ont beaucoup emmené en balade, parfois en me tirant un peu parce que j'avais pas toujours envie d'y aller, comme c'est assez courant quand on est enfant ou adolescent. Et puis le temps passant, en découvrant moi-même, notamment avec des amis, dès le lycée, le fait de pratiquer la montagne seule, qui était un plaisir supplémentaire. À propos de cet enseignant, lorsque je vous avais interviewé, vous m'avez expliqué que en fait, vous aviez beaucoup appris par la montagne et que de certaine façon, la montagne pour vous avait été une école de vie, quelque chose qui vous avait marqué
toute votre existence et peut-être qu'on vous aviez autant, si ce n'est plus appris en montagne qu'à l'université ou sur les bancs de l'école en tant que tel? Oui, en tout cas, j'ai le sentiment d'avoir beaucoup appris à travers à travers l'effort, en Mmh. particulier et voilà, ce rapport un peu particulier à la montagne, à son histoire et c'est vrai que quand je pense à l'effet de répétition dans le monde scolaire, dont j'ai pas forcément tiré beaucoup de choses, là où en fait sur la montagne, je vois bien combien ça m'a nourri. En disant ça, je le relativise parce que par ailleurs, c'est vrai que le travail scolaire, il y a aussi une grande part de travail invisible, sur l'écriture, sur la lecture, sur, la maîtrise de plein de fondamentaux, qu'évidemment en étant dans le fantasme de la vie en montagne, on réaliserait pas. Donc Mmh. je le relativise de cette façon-là, mais c'est vrai que j'ai le sentiment que les enseignants de sport et la pratique de la montagne ont été pour moi vraiment décisifs dans ma construction personnelle, dans ma construction littéraire aussi, je crois, Mmh. et dans aussi une forme de capacité de travail que le sport m'a permis de développer. Est-ce que ce sont par exemple des qualités de ténacité, de volonté, qui vous ont un petit peu servi, notamment lorsque vous étiez directeur des rédactions du Monde? Est-ce que cette idée d'aller au bout de quelque chose, de pouvoir relancer la machine, c'est quelque chose, qui sert aussi bien dans l'écriture d'un livre que dans la conduite, comme vous l'avez fait, d'un grand quotidien comme Le Monde? Je crois, la conduite d'une rédaction comme Le Monde, qui est désormais une rédaction qui publie un journal, mais qui est présente à travers des applications et des sites internet 24 heures sur 24. C'est vrai c'est à la fois du sprint et du marathon Mmh. pour continuer la métaphore sportive, et donc ça suppose d'accélérer à certains moments quand une actualité est très forte. Et la période récente nous a malheureusement Oui. donné beaucoup d'actualités extrêmement fortes. Mais ça suppose aussi de tenir sur le temps long et d'essayer de garder toujours une vision du journalisme, une réflexion éditoriale sur ce qu'on propose. Et c'est vrai que la question, plein de gens au sein du journal me l'ont dit en m'expliquant que c'est un travail sur lequel il faut être solide physiquement voilà, pour encaisser à certains moments une forme de côté presque extrême des horaires, de la pression, de la tension, Mmh. pour être capable de soi-même de rester le plus calme et le plus apaisé possible, même quand les événements semblent devenir assez fous, en tout cas assez intenses. Donc oui, je crois que ça m'a aidé Mmh. dans ce travail particulier qui suppose un peu comme un marathon ou un trail, Mmh. ce genre Mmh. d'exercice de très long cours. Alors c'est un marathon qui dure 5 ans, donc c'est un peu particulier. Donc heureusement, il y a des moments où on fait des pauses, Bah, mais voilà, c'est un exercice très long. Et j'ai ressenti quelque chose d'assez comparable sur l'écriture, et notamment ce moment parfois un peu douloureux de l'écriture où vous relisez ce que vous avez écrit et vous trouvez que ce que vous avez écrit est médiocre. Et donc il faut recommencer. Et c'est vrai que ça, j'ai trouvé que c'était un exercice qui supposait d'être, voilà, d'avoir de l'endurance, qui est le mot qui correspond peut-être le mieux à tout ça. d'accord. Et pour le coup, on parle de la montagne. Est-ce que, je suppose qu'après le bac, vous avez dû, quitter votre région pour aller suivre des études supérieures. Est-ce que ça a été facile? Est-ce que pour vous, après avoir vécu 18 ans en montagne, est-ce que c'était un choix, délicat, douloureux? Comment ça s'est passé? Alors c'était un choix évident parce que j'avais envie de faire Mmh. des études supérieures, donc l'arbitrage était évident, et si j'avais à le refaire, je le referais évidemment parce que, avec ce que je disais sur l'importance de la montagne, voilà, le fait de partir, d'aller chercher une plus grande complexité, d'aller chercher des rencontres différentes était vraiment essentiel. Mais j'ai eu du mal, effectivement, Ah oui. les premiers temps. L'arrachement à ce petit pays, voilà, à ces vallées, était pour moi difficile et j'avais besoin de revenir très fréquemment. Et puis après, on grandit finalement, et voilà, je trouvais Mmh. que c'était moins nécessaire. Ce livre Chaudin était aussi une façon de revenir et de réinvestir un territoire, de réinvestir une histoire et de le retravailler. Donc ça montre bien que pour moi le fil était essentiel. D'accord. Alors justement, on va parler maintenant de Chaudin à la montagne blessée. On va peut-être en voir la couverture s'afficher. Donc vous avez publié il y a quelques mois, hein, aux éditions du Seuil. C'est vraiment un très, très beau texte qu'on recommande, fortement à la rédaction de la montagne alpinisme. Comment alors je vais peut-être en parler moi en quelques mots, mais après je vais vous laisser vous en parler. Donc vous évoquez le destin d'un village des Hautes-Alpes dont les habitants, ont décidé, je crois en 1895, de vendre le village à l'État, à l'ONF, après que ce village
finalement soit un petit peu tombé en déshérence, et que le sol, enfin que l'environnement soit devenu complètement stérile. Comment vous avez découvert ce village et surtout comment vous avez eu envie de mener ce gros travail de fond, encore une fois, pour en tirer ce livre qui est à la fois, j'explique un petit peu pour nos auditeurs, mais qui est à la fois une enquête journalistique, vous êtes journaliste, mais qui est aussi un récit avec des versants autobiographiques, qui a des très beaux passages d'écriture, donc c'est aussi un texte littéraire. Enfin, c'est un petit peu, je trouve, un texte carrefour. Comment vous avez décidé d'engager vraiment ce gros travail, on en parlera tout à l'heure, de recherche, de documentation, comment pour mener un travail pareil, quelle était votre envie initiale et comment le livre est né? Alors, le livre, il est né là aussi d'une curiosité enfantine. J'ai le souvenir de balades avec mes parents dans cette vallée et du récit fait par mes parents de l'histoire des habitants. D'accord. Et j'ai cette mémoire un peu particulière d'un enfant, je ne sais pas exactement quel âge j'avais, 7 ans, 8 ans, 9 ans, et à qui on dit, des habitants, des gens vivaient là, regarde les ruines, ils sont partis en Amérique parce que la vie était devenue trop difficile. Et D'accord. sans doute le mélange de tout ça, c'est-à-dire les ruines qu'on pouvait à l'époque voir et qui ont aujourd'hui largement disparu, le récit de cette histoire qui me fascinait des migrations, parce que Mhm. j'ai toujours, j'ai peut-être senti très jeune et je ressens aujourd'hui très fortement ce que signifie une migration, le fait de quitter son pays, qu'on soit habitant du Champsaur à la fin du 19e siècle ou jeune homme, jeune femme qui part d'Afrique subsaharienne aujourd'hui, c'est forcément un acte qui est très profond et très difficile. Et s'ajouter avec ça le mot Amérique qui à l'époque me fascinait et me dire quel courage il fallait, et quel désespoir il fallait aussi pour à un moment donné prendre ces décisions extrêmement difficiles de partir. Et là, j'ai un incident technique parce que je suis en reportage. Alors, on Donc, précise voilà, qu'on est vraiment dans le journalisme même, puisque Luc Bronner est en reportage en ce moment, et voilà, on est dans les conditions de travail d'un journaliste. Et voilà. alors, votre livre a beaucoup de facettes, mais on va commencer peut-être par la facette, on va dire écologique, la facette environnementale, c'est-à-dire que vous pouvez un petit peu nous expliquer comment on en est arrivé à ce qu'un territoire devienne stérile, à ce qu'il ne puisse plus faire vivre ses habitants. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, et vous reproduisez dans votre livre une lettre que les habitants envoient, je crois, en 1888 au ministre de l'Agriculture, une lettre qui est extrêmement poignante, une lettre vraiment désespérée, enfin, une lettre où on se confie, on explique ce pourquoi on n'en peut plus. Qu'est-ce qui s'était passé pour que les habitants arrivent à cette extrémité, à quitter les lieux et à vendre, à tout vendre? Qu'est-ce qui s'était passé? C'est une histoire qui est à la fois exceptionnelle et assez banale à l'époque, puisque D'accord. on a. Voilà, décidément, pardon, c'est vraiment. Je vais essayer de mieux caler mon téléphone. Je suis désolé, c'est les conditions compliquées de reportage qui font que j'ai pas de connexion ensemble. Je vais essayer de faire un calage un peu meilleur. Euh, à l'époque, les Alpes, dans leur ensemble, sont à la fois victimes d'une démographie très compliquée. Il y a beaucoup d'habitants, il y a une surpopulation dans la plupart des vallées alpines, qui fait que la vie est encore plus difficile que dans le reste du territoire. Et cette surpopulation, elle a une conséquence dans l'usage des terres, dans l'usage des bois, et ça conduit un nombre important de territoires. Chaudun en est un, mais il y en a d'autres qui ont connu les mêmes types de situations, avec des surpâturages, des coupes de bois trop importantes par rapport à ce que les forêts pouvaient supporter. Et ce surpâturage, cette surutilisation des forêts a conduit aussi à des, en cas de, notamment quand il y avait des pluies importantes, à des épisodes d'inondation qui étaient extrêmement spectaculaires. Et donc, en fait, c'est parfois difficile de l'imaginer quand on regarde les Alpes aujourd'hui qui n'ont sans doute jamais été aussi boisées, aussi végétalisées. On était à l'époque dans une partie des vallées alpines, dans des paysages vraiment désolés, quelque chose de très minéral, avec une occupation humaine qui montait très haut dans les vallées, dans les vallons, dans les alpages, mais qui était extrêmement difficile.
Et Chaudun, qui est un petit village qui n'est pas très haut, Chaudun, le village est à une altitude qui est assez moyenne pour les Alpes. Je crois que c'est 1400 mètres d'altitude, donc c'est pas D'accord. très haut en réalité. Mais c'est une vallée qui est encore plus éloignée des autres. Il faut passer un col, redescendre, il y a plusieurs heures. Et surtout, il y avait à l'époque une centaine d'habitants dans ce qui est en réalité une petite vallée. Et donc les 100 habitants n'ont pas eu d'autre choix. C'est pour ça que c'était important dans mon récit de ne surtout pas apporter un regard moral sur cette histoire, parce qu'il ne s'agit pas du tout de morale vis-à-vis de cette époque. Ces habitants n'ont pas eu le choix. Habiter à une centaine de personnes là-haut, ça supposait d'exploiter au maximum toutes les ressources de cette vallée. Mais ce qui se passe et qui était terrible, c'est que plus ils exploitaient, plus ils devaient monter haut, couper du bois de plus en plus haut, de plus en plus loin. Plus certains étaient tentés de faire venir des moutons supplémentaires pour gagner leur vie, mais plus il y avait de moutons, moins la terre était productive. Et donc ainsi, ils étaient dans un cycle qu'on connaît bien par ailleurs, qui est, je trouve, une métaphore de ce qu'on connaît à l'échelle de la planète aujourd'hui, d'une forme de suroccupation et de court terme. La grande différence, j'y réponds par anticipation, c'est que nous, on a le choix. Eux n'avaient pas le choix. Oui. C'est une différence qui est évidemment majeure. Et donc, à la fin, c'est vrai que, notamment quand on regarde des photos qui ont été faites de Chaudin en 1895 en particulier, on est face à un désert minéral. On dirait les photos prises sur la Lune. Il y a quasiment plus d'arbres, il y a très peu de plantes. Alors, sans doute l'effet noir et blanc des photos accentue cette Là, impression-là, mais on a à l'écran effectivement un extrait, vous voyez, du magazine, des photos que vous nous aviez confiées. On voit effectivement tel que l'environnement était au 19e. Mais alors, ça me permet moi de poser ma question suivante, c'est que quand même, et c'est ce que je trouve quand même encourageant dans l'histoire que vous racontez, malgré tout, qui est aussi une histoire positive malgré tout, c'est que l'ONF donc a planté, si j'ai bien compris, des milliers d'arbres sur le site au cours de plusieurs années, des et millions, que des millions, pardon. des millions d'arbres. Oui, oui. D'accord, voilà. Et que de ce site dont on voit les images, qui était, comme vous le disiez, assez lunaire, enfin complètement aride et désertique, aujourd'hui, arrêtez-moi si je me trompe, mais donc Chaudin est une réserve de biodiversité d'une richesse particulièrement développée. Ça veut dire quand même que la planète, la Terre, a une capacité de résilience et que l'action humaine, si elle peut aussi bien détruire, abîmer, donc le titre de votre livre est très beau, La montagne blessée, on peut aussi réparer cette montagne, on peut aussi avoir une montagne qui est soignée, malgré tout. Oui, vous avez raison. C'est la partie de l'histoire qui est plus positive. C'est que ce que des hommes et des femmes ont détruit, d'autres hommes et d'autres femmes ont pu le réparer. Et cette montagne qui était dans un état catastrophique, hein, je crois que c'est le mot qui peut être utilisé à la fin du 19e siècle, par un effort dantesque, ce sont probablement plus de 4 millions d'arbres qui ont été Ah oui, plantés. 4 millions, c'est vraiment considérable, de toutes essences confondues. Donc un énorme chantier sur des dizaines d'années, avec les eaux et forêts qui à l'époque comme c'est notamment les ancêtres de la restauration des terrains de montagne, ont comme objectif de lutter contre l'érosion et les inondations. Et ils ont évidemment comme idée aussi qu'ils vont pouvoir exploiter une partie de ce bois. Donc c'est un raisonnement qui est un raisonnement à la fois de court terme et de très long terme. Et ce qui va se passer, c'est qu'au milieu du XXe siècle, parce que le bois est très compliqué à exploiter, ils vont encore réduire l'intervention humaine sur ce territoire, et avec notamment un espace qui est une réserve de biodiversité extraordinaire qui s'appelle le bois du Chapitre. Ils vont complètement arrêter toute intervention humaine maintenant depuis plusieurs décennies. Donc, évidemment, ce lieu est devenu une sorte de sanctuaire. Le mot sanctuaire a une signification peut-être un peu trop sacrée. Je ne sais pas si on peut l'utiliser, mais en tout cas, en termes de protection, de beauté des paysages, c'est particulièrement beau comme lieu. Et de ce point de vue-là, je trouvais, en tout cas pour moi, en écrivant ce livre, il y avait aussi cette idée-là, c'est-à-dire que on a souvent l'impression que les paysages naturels sont simplement naturels. Et Chaudin est un personnage, est un paysage, vous voyez, je fais un lapsus, oui, 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 naturel qui est magnifique. Ce paysage, il résulte de plusieurs actions de l'homme, de la destruction de l'homme et de la réparation que l'humain a pu réaliser plus tard. Donc voilà, je trouvais que c'était effectivement une histoire intéressante et avec une morale
à ce stade plutôt positive, Oui, puisqu'on a ce petit bout de planète qui est un lieu de biodiversité magnifique, mais avec cet aspect de la morale qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'homme n'y est plus. Donc oui, le modèle oui. Chaudin, si on pouvait dire ça, Oui, 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 est difficilement applicable, puisqu'on est oui. sur une situation d'ensauvagement presque complet et de disparition de l'humain en termes d'activité sur place, de quasi-disparition. Est-ce que vous retournez régulièrement au Chaudin depuis l'écriture de ce livre? Alors, j'aimerais bien y aller très souvent, mais travaillant sur Paris, bon, voilà, le temps n'est pas C'est toujours compliqué. disponible. Mais oui, j'aime beaucoup y aller et j'aime beaucoup y retrouver ce que j'ai ressenti en l'écrivant. C'est vrai que ce livre commence à partir de la tombe d'une jeune fille, Félicie Mmh. Marin, qui est morte à l'âge de 17 ans, pardon, en 1877. Et il reste un bout de sa tombe c'est vraiment la dernière trace humaine dans le petit cimetière de Chaudun. Et c'est vrai que curieusement, quand je vais à Chaudun, j'ai envie de voir cette tombe parce que quelque chose me lie aux habitants de Chaudun en ayant tellement travaillé sur leur histoire, tellement cherché Mmh. à comprendre, à approfondir, à mettre des visages et des histoires sur des gens disparus, que oui, j'ai une émotion très particulière quand je D'accord. retourne sur place. Alors on parle d'émotion et donc on parle d'humain et c'est un petit peu l'autre versant et peut-être même, un versant très important de votre livre. Je Votre livre, enfin moi m'a touché, je pense qu'il a touché beaucoup de lecteurs parce que, au sein de ce qu'on appelle la littérature de montagne, vous intéressez avant tout à l'humain, aux gens qui vivent en montagne, aux populations de montagne et donc votre récit, votre livre est aussi l'occasion de nous faire découvrir un petit peu les gens, enfin en tout cas de redonner une trace, de redonner un nom, de redonner une existence à des gens qui ont concrètement vécu dans ce village. Vous le faites notamment, à travers des professions emblématiques, à travers le maire, le curé, l'instituteur, et on comprend aussi en vous lisant, que c'était un petit peu un territoire qui était quand même, quelque part aux confins de la République. Enfin, c'était extrêmement compliqué, que c'est un territoire qui est rude, qui est éloigné et que les instituteurs comme les ecclésiastiques n'y vont pas forcément, de bon gré et que la vie est extrêmement dure là-bas. Oui, c'est vrai qu'en faisant ce travail dans les archives, j'avais envie de redonner, de faire entendre les murmures de ces habitants et donc de retracer des histoires, de raconter des destins, avec toutes les limites de l'exercice. C'est qu'évidemment, on ne peut reconstituer qu'une partie de cette histoire-là. Et l'exercice que j'ai notamment essayé de faire, c'est à partir de Félicie Marin, de me demander qui avaient été ses instituteurs, ses curés, le destin de son frère, de ses parents, de ses cousins, de ses cousines. Enfin voilà. Et en partant de là, de retracer le destin d'un maximum d'habitants de ce territoire. Et c'est vrai que la figure de l'instituteur, la figure du curé, du maire, sur plusieurs décennies dans certains cas, c'est quelque chose qui m'a particulièrement intéressé parce que ce sont des gens qui souvent arrivent de l'extérieur, en tout cas pour les instituteurs et pour les curés, et qui du coup, quand ils arrivent, témoignent encore plus de la misère, parce que eux ont connaissance des conditions de vie à l'extérieur. Le train arrive à Gap dans cette période, donc ça veut dire que euh, les conditions de vie sont en train de changer ailleurs. C'est très très loin des conditions de vie qu'on connaît aujourd'hui, mais il y a une forme de consommation qui se met en place, il y a une vie sociale qui commence à être différente. À Chaudun, j'ai retrouvé les cahiers de doléances de Chaudun en 1789, et en lisant les cahiers de doléances pardon, de Chaudun en 1789, c'est quasiment la même description qui est faite dans cette fameuse lettre d'octobre Ah oui, 1888 que je reproduis dans le livre et qui est un texte absolument magnifique. Euh, Ce qui veut dire qu'entre 1789 et 1888, la société de Shonan n'a quasiment pas changé. D'abord, on est presque sur les mêmes noms d'habitants, donc ce qui n'est pas complètement surprenant. Mais par ailleurs, les conditions de vie ouais. n'ont vraiment pas bougé. Et ça, pour moi, c'est sans doute une des clés de compréhension du départ des habitants à l'époque, c'est que leurs conditions de vie étaient quasiment les mêmes qu'un siècle avant. C'est énorme. Je pense qu'on n'a pas conscience aujourd'hui, vu la rapidité des transformations de nos sociétés,
de ce que pouvait être la stabilité dans un petit pays comme celui-là. Mais en 1888, en 1895, les habitants de Chaudun, ils voient bien que ça a bougé à côté. Et donc, ce qui était peut-être supportable pour leurs ancêtres en 1789 ne l'est vraiment plus en 1888. Et donc ils partent, ils ont envie de bouger. Et là, les instituteurs, les curés qui sont nommés là-bas, comme aujourd'hui on nommerait un jeune enseignant dans une zone d'éducation Oui. prioritaire, c'est-à-dire être nommé comme curé à Chaudun en 1880. Bon, on ne peut pas dire que ce soit vraiment une promotion a priori, ou alors c'est quelqu'un qui vient d'être nommé instituteur au curé, c'est son premier poste, et on l'envoie à Chaudun comme on enverrait un Oui. enseignant aujourd'hui en banlieue parisienne dans un collège très difficile, parce que personne d'autre ne veut y aller. Ça n'a pas l'air simple de mémoire dans le livre. Il y a, je crois, notamment un témoignage d'un des curés qui, je crois, qui est assez heureux le jour de son départ. Enfin, on peut pas dire que la joie de vivre accompagne leur séjour à Chaudun en général. Non, effectivement, j'ai trouvé un objet d'archive génial qui est le livre d'écriture que se transmettaient les curés les uns après les autres. Et donc, chaque curé faisait un résumé de ses actions. Alors, des fois, ce n'était pas très intéressant en termes d'écriture parce que c'était très descriptif. Mais parfois, il se lâchait un peu plus. Et c'est vrai qu'il y avait un curé qui racontait la pénibilité de sa vie à Chaudun et qui avait une formule absolument terrible où il se félicitait de la venue de l'évêque à Chaudun pour une cérémonie religieuse. Donc c'était un moment extrêmement important. Et donc il écrit à ce moment-là, la venue de l'évêque a été le premier et plus beau jour de mon passage à Chaudun. Point virgule, le deuxième jour le plus heureux de mon séjour à Chaudun, c'est quand je suis parti. Et donc Ouais. ça, c'est le curé qui l'écrit dans le livre, qu'il transmet aux curés qui vont arriver. Donc c'est À vrai son que successeur. à son successeur. Donc Ah oui. le successeur qui arrive et qui prend ce poste en sachant probablement pertinemment qu'il hérite d'une paroisse dont personne ne veut. Bon, je pense qu'il ne rêvait que d'une chose, c'était sans doute de repartir le plus vite possible. Ce qu'on comprend en fait aussi en vous lisant, c'est, enfin, on le sait, même on l'oublie, c'est que les habitants de montagne doivent affronter comme des éléments le rapport à la lumière aussi dans un vallon parfois où le soleil n'est présent que quelques heures par jour. Il y a tout un ensemble de choses qu'en fait dans la vie urbaine, enfin moi qui est la mienne, qu'on oublie assez vite et que les habitants de montagne de cette époque, mais est-ce que c'est un petit peu encore le cas aujourd'hui? Est-ce que les populations de montagne restent connectées quand même à une forme de réalité, de dimension charnelle des saisons que la vie urbaine, malheureusement, a tendance à occulter pour nous, les urbains, hein. Alors, oui, très certainement. Le rapport à la nature, à sa transformation, aux conséquences aussi du changement climatique, par exemple. Mhm. On sait que c'est Ah oui. particulièrement visible dans les Alpes et que les Alpes vivent cette transformation de façon accélérée par rapport à d'autres territoires, et notamment en métropole française. Et donc oui, c'est vrai qu'il y a un rapport aux éléments qui est vraiment particulier. Vous dites la lumière, effectivement. Alors en écrivant, j'ai été tombé sur une citation d'un préfet des Hautes-Alpes qui évidemment avait aiguisé ma curiosité, où il écrivait, je crois que c'est un texte qu'il avait écrit au début du 19e siècle, donc vers 1810, quelque chose comme ça. Il écrivait que à Chaudun, il y avait un culte particulier du soleil. Donc évidemment, moi, en tant que c'est un moment où je faisais des recherches, j'aurais adoré qu'il ait eu raison, parce que j'aurais adoré imaginer une société locale célébrant le retour du soleil à la fin de l'hiver, parce que le soleil n'était pas visible dans la paroisse. Et c'est vrai que voilà, je trouvais que cette imagination-là, cette lecture-là était potentiellement géniale pour un auteur. Mais patatras, en lisant le texte des curés, un curé qui, je pense, vers 1870, a connaissance de l'écrit de cet ancien préfet baron des Hautes-Alpes, il le dément. Et il le dément, à juste titre, évidemment, puisque c'est facile de vérifier que le soleil passe l'hiver, même dans la période où les journées sont les plus courtes sur ce territoire. Mais ça dit aussi, dès l'époque, la perception que un préfet à Gap, un préfet des Hautes-Alpes, pouvait avoir d'une petite vallée lointaine et
et de l'effet qu'on connaît tous et qu'on connaît tous aujourd'hui encore du bonheur que procure la lumière Ouais, et le soleil sur la peau et de ce qui est pour nous juste un plaisir qui est immense, mais qui est à l'époque est aussi la promesse que les cultures vont oui. pousser, que on passera la saison, on passera l'automne, on passera l'hiver et qu'on pourra nourrir les bêtes, on pourra nourrir la famille. Et donc le lien au soleil était aussi de nature complètement différente puisqu'on dépendait de lui pour vivre, ce qui est évidemment une très très grande différence par rapport Oui. à nos vies actuelles. Alors là, on a parlé un petit peu de la vie des adultes, mais il y a aussi une dimension qui est assez, bouleversante dans votre livre. On s'intéresse aussi aux enfants Mm. et si je crois qu'en ayant, compulsé l'état civil de Chaudun, vous vous rendez compte quand même qu'il y a un nombre, important, même impressionnant d'enfants qui meurent très, 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 très jeunes et au fil du récit, on comprend, on apprend qu'en fait les familles, les foyers de Chaudun, accueillaient, enfin prenaient en nourrice, donc moyennant, je suppose, rémunération, des enfants, de mères dites célibataires, enfin des enfants illégitimes et qui avaient une espèce de, je ne vais pas dire de trafic, c'est pas le terme, mais en tout cas qui avait, une forme de mise en nourrice de manière un petit peu globale comme ça dans le village, d'enfants dont on se souciait, assez peu, dont on faisait assez peu cas, si j'ai bien compris et qui mouraient très, très jeunes, hein. Mmh. Oui, effectivement, les conditions de vie étaient très difficiles. En France entière, on est dans une période où la surmortalité enfantine est très élevée dans toute Mmh. la France, mais elle est encore plus forte et de façon très spectaculaire dans ce petit village parce que l'hiver est plus long, parce que l'alimentation est de mauvaise qualité, parce qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a évidemment pas de médecin avant il faut faire plusieurs heures de marche. Donc tout est là pour que Ouais. la vie notamment des nourrissons et des très jeunes enfants soit particulièrement difficile et que finalement les plus faibles, malheureusement, sont souvent emportés par la dysenterie, par des allergies, par toutes les infections qui peuvent par ailleurs emporter des enfants. En travaillant sur le destin de Félicie Marin, là, une des premières choses que j'ai faites, c'est d'aller dans l'état civil pour vérifier sa date de décès, essayer de trouver des identités de sa famille. Et donc j'ai commencé à lire l'état civil de Chaudin de façon systématique. Et c'est vrai que je tourne une page, je tourne deux pages, et je suis frappé, et vraiment le mot frappé, il est le plus juste saisi par le fait de voir tous ces enfants et d'avoir ces prénoms, ces noms, leurs âges, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 4 ans, 5 ans, 8 ans, et ces enfants qui meurent les uns après les autres, et qui composent pas l'essentiel, mais une grande partie des morts de Chaudin sur cette période. Euh, et c'est vrai que du coup, en écrivant, j'ai eu envie de laisser une trace. À un moment donné, je choisis de façon presque un peu clinique, assez brute, je dirais, d'écrire l'intégralité de ces noms-là, en tout cas sur une vingtaine d'années, en me disant que euh, c'était presque émotionnel de ma part, l'envie que ces destins effacés aussi rapidement en fait, une trace demeure quelque part. Et qu'en écrivant leur nom, voilà, j'avais le sentiment non pas de les faire revivre, mais en tout cas que leur murmure reste entendu. Oui, Et en travaillant sur ces noms, en travaillant sur l'état civil, j'ai commencé par tomber une fois sur un nom de Chaudin que je ne connaissais pas. Parce que vous imaginez que Chaudin, c'est 100 habitants à la fin, c'est une vingtaine de familles. Il s'appelle Marin, Pochon, Tex, Chex, je pourrais vous citer presque toutes les familles, je les connais par cœur. Euh, et au milieu des enfants morts, arrivaient des noms complètement inconnus. Et donc, une fois, deux fois, trois fois, 10 fois. Et donc, évidemment, j'ai creusé. Et c'était souvent des enfants qui étaient placés en nourrice dans des familles de Chaudin. C'était souvent des enfants illégitimes ou des enfants dont les parents n'étaient absolument pas en capacité financière de s'en occuper, donc qui avaient été abandonnés. Et à l'époque, l'assistance de l'assistance sociale, l'assistance publique, les plaçait dans des familles. Et à Chaudin, il y a eu, comme dans des villages des Hautes-Alpes, des Alpes, comme dans d'autres régions de France, euh, une prise en charge. Et simplement, ces enfants, les familles étaient payées une misère pour s'en occuper. Ces enfants arrivaient dans des conditions extrêmement difficiles. Et donc, une partie d'entre eux, un nombre assez important,
mouraient à leur tour dans les villages. Et voilà, et c'est vrai que j'ai été marqué par ces épisodes parce que ça me permettait, moi, à titre personnel, et du coup j'espère pour les lecteurs, de prendre conscience que ce sont simplement nos arrière-grands-parents, c'est pas si vieux que ça, vivaient dans ces vallées qui sont aujourd'hui magnifiques, dans des conditions qui étaient extraordinairement différentes de celles qu'on peut connaître aujourd'hui. Voilà, et en racontant ces destins-là, je trouvais que c'était pertinent de faire renaître ces histoires. Ouais, non, c'est extrêmement poignant et prenant lorsqu'on le lit, hein. Et je vous parlais enfin, tout à l'heure de cette montagne humaine que vous restituez. Vous, vous faites référence dans le livre, à, je crois, à plusieurs reprises à Giono, à l'homme qui plantait des arbres. Est-ce que, bon, déjà, ce texte en particulier, évidemment, vous est important. Est-ce que de manière pardon, plus générale, Giono, justement, l'œuvre de Giono, on va dire, qui se situe en moyenne montagne, donc qui, comme vous, euh, évoque les gens qui vivent en montagne, est-ce que c'est une œuvre qui vous touche et qui une vision de la montagne qui vous intéresse? Oui, j'ai aimé la description de tous ces gens qui ne sont pas des héros. C'est vrai que la littérature de montagne est pour beaucoup une littérature de l'alpinisme, une littérature de la performance, et j'adore, enfin, je suis fan de cette littérature aussi, j'ai un grand plaisir à lire des récits d'aventure. Mais du coup, c'est une littérature qui a souvent oublié ou mis de côté les taiseux, les montagnards qui habitaient dans les vallées et qui, pour beaucoup d'ailleurs, ne pratiquaient pas la montagne. Oui. Ma grand-mère n'était pas quelqu'un qui pratiquait la montagne. Elle Ouais. y a vécu tout le temps, mais la montagne était cette contrainte qui était là et qui faisait que les choses étaient plus compliquées. C'était très beau, mais c'était pas un loisir. Voilà, la dimension loisir des montagnes est arrivée très tard. Et la pratique de la montagne en tant que loisir est quelque chose qui a d'ailleurs été porté parfois par des clubs qui venaient des villes, par les Anglais, par les Suisses, le club alpin français évidemment, mais qui n'étaient pas forcément des habitants des montagnes. Et voilà, je trouvais que le fait de raconter le destin des montagnards d'en bas, si j'ose dire, c'est les montagnards des vallées, de ceux qui n'étaient pas en tout cas sur les sommets, m'intéressait plus, me paraissait plus pas complètement couvert par les livres et par la littérature aujourd'hui. Mais encore une fois, j'adore lire des livres qui racontent des récits d'alpinistes, mais je pense que ce volet-là peut exister aussi en littérature. Et alors, précisément sur sur ce volet-là, est-ce qu'il y a des auteurs que vous aimez particulièrement, qu'on pourra conseiller aux auditeurs? Est-ce que, par exemple, on parlait de Genot, mais est-ce qu'il y a des gens comme Mario Rioni-Stern? Est-ce que, plus récemment, Paolo Cognetti? Est-ce Ouais. que Ramu? Enfin, voilà, est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de vos lectures et de livres qui précisément illustrent cette facette d'une montagne habitée aussi? Ce que j'ai peut-être pas, enfin, sur quoi j'ai peut-être pas assez insisté, c'est que on sent dans votre texte votre attachement à une montagne travaillée par l'homme. Quand vous parlez, je crois, des barrages que vous faisiez enfant, il y a cette idée du recommencement. Enfin, on sent aussi dans votre livre cette idée qu'il faut travailler la montagne, que on recommence jour après jour, année après année, saison après saison, parce qu'on est dans un milieu qui n'est pas forcément accueillant, et que l'homme, pour y faire sa place, et ça c'est quelque chose qu'on sent très bien dans votre livre, doit sans cesse recommencer. Enfin, c'est une espèce de mythe de Sisyphe, d'attitude qui est un perpétuel recommencement et surtout qui est une lutte permanente. Effectivement, c'est pour moi la question de la sueur des montagnards, quelque chose qui me plaît. Mhm. C'est-à-dire le fait que j'aime me promener en montagne, j'adore emprunter des sentiers, j'adore identifier les traces du passage de ces hommes et de ces femmes qui habitaient la montagne. Je suis toujours impressionné par tous ces murs qu'on peut voir et qui certains tiennent depuis peut-être des siècles même, par les sentiers qui étaient entretenus, par ces petites maisons que vous trouvez parfois en altitude et que voilà, les hommes et les femmes ont maintenu sur des générations en place. Donc, sur la question de la trace, c'est vrai que j'avais cette envie, en racontant cette histoire, de transmettre ce plaisir particulier de l'observation et de l'observation
des traces de l'occupation humaine qui sont des canaux, par exemple. Voilà, vous avez compris, j'aime l'eau dans la montagne, dans sa circulation. Quand parfois on voit un canal qui a été creusé il y a très longtemps, entretenu, parfois en prenant des risques, avec des constructions qui sont parfois magnifiques, moi je ressens une émotion de voir cette terre travaillée par des gens qui ont beaucoup vécu. Après, en littérature, oui, effectivement, Paolo Conetti, par exemple, j'ai trouvé que c'était des textes qui étaient absolument magnifiques et qui réussissaient à décrire l'ensemble de la montagne, c'est-à-dire à la fois l'alpinisme, l'alpiniste, mais aussi des, des, des pratiquants de la montagne, si je veux dire, en tout cas des habitants de la montagne, pour être plus juste, aussi dans leur vie quotidienne. J'adore un auteur comme Rochette, par exemple, Ah oui, d'accord. en récit graphique ou en bande dessinée. C'est vraiment, pour le coup, une recommandation très, très forte et très actuelle, parce que je trouve euh, il rend compte de façon très fine, très légère, mais très dure à certains moments de ce que peut être la montagne. Et c'est vrai que je trouve que on sent qu'il y vit, on sent il a un lien très particulier avec son territoire, dans son dessin, dans sa façon de raconter les hommes et les femmes, voilà, dans les émotions aussi que que peut procurer la montagne. Émotions douloureuses. La montagne, c'est aussi des blessures, c'est la mort, c'est une part de dureté. La montagne, on le Ouais. sait, c'est un lieu qui est dangereux, c'est un lieu où il y a mille et une façons de mourir en montagne. Et je trouve que voilà, c'est un auteur qui raconte avec le dessin et le texte magnifiquement ce qu'est la montagne et comment on peut vivre la montagne aujourd'hui. D'accord. Alors, on a une question d'auditeur là qui est arrivée. Quelqu'un qui nous demande si l'histoire que vous racontez de Chaudin, qui date du 19e, pourrait se reproduire, mais quelque part à l'inverse. Et la personne cite des villages des Dolomites qui sont quelque part, qui reprennent vie. Enfin, c'est un peu le regain de Giono, parce que des migrants les réinvestissent et redonnent vie à un village qui avait disparu ou qui s'était étiolé. Alors, oui, je suppose que c'est tout à fait possible. Sur Chaudin, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas d'activité. Oui. Ou c'est une activité qui est une activité estivale. Il y a des vaches qui sont sur les pâturages, des moutons en petit nombre, et qui évidemment aujourd'hui ne feraient pas vivre un agriculteur de façon durable. Donc, après, tout dépend ce qu'on veut dire faire revivre ces villages. Est-ce que ça veut dire simplement les réhabiliter et permettre à des touristes d'y aller? C'est une possibilité. Et beaucoup de villages ont bénéficié de cet investissement-là, de cet entretien-là. Ou bien est-ce que c'est faire revivre un village avec l'idée que ce village va renaître avec des habitants permanents, avec des gens qui produisent sur place, qui vivent sur place? Bon, évidemment, la deuxième hypothèse a une forme de beauté, de romantisme. Elle est vraiment difficile à Oui. réaliser aujourd'hui. Euh, Après, peu importe qui y habite, mais je ne sais pas si on pourrait réserver une catégorie particulière de la population. Ça ne me semblerait pas être une idée forcément très idéale. Il n'y a pas de raison qu'on aille mettre des migrants dans des villages perdus. Je pense que pour le coup, la société française est Bien sûr. suffisamment riche et forte pour accueillir des migrants dans des lieux très différents et pas forcément dans des terres reculées. Je suppose que ce n'est pas forcément ce que voulait dire la personne Non, non, qui pas du tout. intervenait. Non, non, c'était plutôt l'idée que ces villages subsistaient en fait avec la présence d'immigrants. C'était pas du tout pour les D'accord, parquer d'accord. que la question était posée, hein. Et peut-être juste pour terminer, donc là vous avez terminé ce livre, est-ce que vous avez d'abord d'autres projets de livres? Et puis peut-être pour terminer aussi, quelle lecture récente ou actuelle sur la montagne vous pourriez nous conseiller, conseiller à nos auditeurs? Alors sur des projets de livres, j'en ai pas là à l'instant. J'ai envie d'écrire évidemment parce que j'ai pris un très grand plaisir dans cette écriture, dans une écriture qui est différente de l'écriture journalistique. En écrivant Chaudin, c'est vrai que j'avais aussi envie d'exprimer une part de subjectivité, parfois même d'une forme de poésie, parce que je trouve que la montagne, dans sa nature, est peut-être très poétique. L'exemple que je donne souvent, c'est
c'est le silence de la neige, par exemple, essayer de rendre compte de cette douceur particulière et du silence qui tombe avec la neige. Voilà, j'avais ce type de plaisir d'écriture et j'espère du coup de plaisir de lecture oui, j'aimerais beaucoup retrouver dans des projets d'écriture. Après, il se trouve que au moment où je publiais Chaudin, j'avais pris la décision de changer de fonction et de ne plus être directeur de la rédaction du Monde et de redevenir reporter. Et donc là, je suis dans une période où ce qui explique que ma présence dans une chambre d'hôtel ce soir, par exemple, en Mayenne, sur un sujet qui n'a absolument rien à voir, j'avais envie de retrouver cet autre plaisir, cet autre privilège absolu du reportage et des rencontres et du fait d'être confronté à des histoires très, très différentes. Donc voilà, je sens bien que ce désir d'écriture est en moi et qu'il vit et qu'il vivra. Mais je suis plutôt dans la phase où je fais l'éponge. C'est-à-dire que je me nourris de plein d'histoires, de plein d'émotions, sans savoir où ce travail-là m'emmènera un jour. En termes de lecture montagne, alors là, vous me posez une colle. Au hasard, si vous avez un conseil à nous donner, final. Est-ce qu'il y a un livre qui m'a marqué récemment, qui pourrait être relié En écrivant ce livre, j'ai été très marqué par une lecture qui est celle d'un auteur uruguayen qui s'appelle Eduardo Galeano, et qui a écrit sur l'histoire de l'Amérique latine. Et il se trouve qu'évidemment, en Amérique latine, il y a des montagnes, qui sont des montagnes qui pour le coup, sont toujours occupées, parfois à des altitudes très élevées. Et j'ai trouvé que le travail de Galeano dans l'histoire et la description de ces pays montagnards, qui ne sont pas que des pays montagnards, hein, il y a des zones qui sont complètement différentes. Il avait une capacité à dire l'histoire qui était assez extraordinaire. Et c'est vrai que son type de récit m'a nourri dans l'écriture pendant une bonne période de l'écriture de ce livre. Et comment s'intitule alors le livre ? Alors, ça s'appelle Mémoire de feu. Mémoire du feu par Eduardo Galeano. C'est vraiment une écriture magnifique et un livre d'histoire d'un continent et dont une partie est montagneuse, qui est d'une beauté et d'une intelligence assez rare. D'accord, écoutez, on le conseille à nos auditeurs. On va devoir clore la discussion. Vraiment un grand merci pour le temps que vous nous avez accordé. Je rappelle le titre et je le montre de votre livre, donc Chaudin, la montagne blessée. Je vous rappelle aussi, donc voilà, je montre le magazine, le dernier numéro. Je vous rappelle que donc on peut s'abonner, qu'on soit licencié ou pas à la FFCAM, à la montagne alpinisme. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain live au mois de juin pour continuer ces discussions autour de la montagne et de la littérature. Un grand merci encore à vous, Luc Brunner, et bonne soirée à toutes et à tous. Et à très bientôt. Au revoir.